Bonjour à tous. Les décideurs de l'innovation posent cette semaine leur caméra chez Atos Origine. Nous sommes en banlieue parisienne, à Besançon précisément. Et c'est là que se retrouvent tous les collaborateurs qui étaient auparavant disséminés dans Paris et sa région. 4500 personnes se retrouvent donc dans ce siège. Un bâtiment révolutionnaire, complètement innovant. C'est un bâtiment très haute qualité environnementale. On va faire le tour bien sûr tout à l'heure. Un bâtiment, vous allez le voir, on est sans bureau fixe et sans papier. Alors on fait ce tour, mais auparavant on retrouve le patron de l'innovation d'Atos qui nous explique la philosophie de ce groupe par rapport à l'innovation. Marc-Henri Desportes, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président exécutif chez Atos Origine en charge de l'innovation, de la stratégie et du business développement. Je ne l'ai peut-être pas dit dans l'ordre, mais non, c'est parfait. C'est en tout cas toutes les cases que vous remplissez. À tout juste 38 ans, jeune pour une responsabilité aussi importante dans une SS2I emblématique de l'Hexagone. On est ici dans votre nouveau siège, vous en avez pris possession en septembre. Pour regrouper toutes les équipes parisiennes, 4500 personnes. Alors c'est pour ça que c'est un peu design, innovant aussi, ça fait un peu sauna, je trouve. Oui. On va voir d'ailleurs, vous nous ferez visiter après le bâtiment parce qu'il y a des innovations. Mais pour fixer un peu le débat, le métier, les grands métiers d'Atos Origine. Alors les grands métiers d'Atos Origine sont l'outsourcing d'abord, la gestion d'infrastructures pour le compte de clients, l'intégration de systèmes, le conseil, mais également ce qu'on appelle les services transactionnels qu'on fait dans le domaine des paiements, dans le domaine de la santé, via notre filiale Atos Worldline. Le thème de cette émission, c'est l'innovation. Comment on aborde l'innovation chez Atos? C'est la raison d'être d'un groupe comme le vôtre. Comment est-ce qu'on la fabrique? Alors pour moi, chez Atos Origine, associé à l'innovation, il y a deux mots essentiels, c'est réseau et partenariat. Il faut avoir en tête qu'Atos Origine, c'est 40 000 ingénieurs aujourd'hui, et avec l'acquisition que nous sommes en train de faire de Siemens IT Services, ça va être 60 000 ingénieurs. Le leader européen. Oui, un leader européen, contesté de ce point de vue-là. Et donc, avec une telle quantité d'ingénieurs qui travaillent dans tous les domaines, parce que nos clients vont de l'énergie aux services financiers, au secteur public, et sur un panel de technologies très vaste, il est évidemment hors de question de raisonner sous la forme de petites équipes centralisées qui décideraient l'innovation pour le reste de l'entreprise ou qui décideraient de grands programmes d'investissement. Donc, ce n'est pas un travail de laboratoire, en fait, c'est partout. C'est partout, et c'est donc la logique, c'est la logique de réseau. Donc, comment est-ce qu'on fonctionne? On a des outils qui permettent à tous de soumettre leurs idées et d'être évalués dans un mode peer-to-peer pour faire un peu émerger les meilleures options dans une logique un peu darwinienne de l'innovation. C'est le côté boîte aux lettres, en fait, boîte à idées? Oui, un peu boîte à idées, mais avec les outils modernes des social networks qui permettent de faire ça de façon beaucoup plus ouverte et beaucoup plus dynamique. Et c'est également une communauté scientifique que nous avons mis en place au sein d'Atos Origine qui regroupe les 60 meilleurs experts de l'entreprise qui eux-mêmes ont été adoubés dans une logique d'évaluation peer-to-peer et qui en permanence font foisonner leurs idées, s'évaluent entre eux, toujours avec ces idées des réseaux sociaux, ces outils des réseaux sociaux, et c'est les meilleures idées ensuite qui, par cet écrémage, font l'objet de prototypage, de tests, et très vite sont poussés vers les clients. Et c'est vous qui êtes à la tête ou au centre finalement de ce réseau, c'est votre métier d'organiser. Voilà, d'animateur. Vraiment, c'est une logique d'animation, de politique d'animation, c'est pas à la tête au sens où on va décider à la place des autres. On va animer, on va laisser les idées s'exprimer, se cross-évaluer, et ensuite aller au contact du client sous la forme de prototype ou de maquette. On peut prendre un exemple concret qui a fonctionné avec cette méthode? Oui, tout à fait. Typiquement, on a beaucoup investi et communiqué autour des outils de la mobilité, la mobilité intelligente, avec aujourd'hui plus d'un 2000 milliards de smartphones qui vont être vendus cette année dans le monde. Et donc, on a très tôt eu, au sein de la communauté scientifique, des réflexions sur ces outils, ces solutions, ce qu'on appelle le context-aware computing, à savoir l'informatique consciente de son environnement, parce que le terminal mobile bouge et donc doit prendre en compte cet environnement. C'est-à-dire qu'il doit communiquer avec d'autres appareils éventuellement? Avec d'autres appareils, en indiquant la localisation de la personne, ses centres d'intérêt, ce qu'elle est en train de faire, par exemple procéder à une acquisition dans un magasin.
Et donc, sur un sujet comme celui-là, il y a eu la réflexion amont, la constitution d'un prototype de comparateur de prix sur un smartphone dans un commerce, par exemple. Et derrière, immédiatement, nous allons le pousser à des clients, via notre réseau de vendeurs et de consultants qui sont au courant du métier, qui maîtrisent parfaitement les problématiques de nos clients. Et c'est via cette confrontation que l'idée peut passer, en fait, au mode projet parce qu'il y a un client derrière qui est intéressé, qui veut travailler avec. Ça peut devenir des business, Et ça peut devenir des business, comme on dit, c'est-à-dire externaliser finalement cette idée puis en faire une vraie entreprise à côté. Alors c'est là que j'arrive à mon deuxième terme. J'avais parlé de ce réseau, il y a aussi celui de partenariat. C'est-à-dire qu'une fois que le client adhère à l'idée, on rentre dans une logique où on investit souvent, on co-investit avec lui. Et donc ça peut prendre la forme de joint venture, de projet où on prend le risque après de fonctionner et de lui vendre le service au volume. C'est-à-dire, est-ce que les transactions se réalisent? Est-ce que les clients sont intéressés? Est-ce qu'ils utilisent le service? Et dans ce cas-là, c'est en fonction des volumes générés qu'on va se rémunérer. On partage le risque avec notre client. Combien d'entreprises ont vu le jour comme ça? C'est des dizaines et des dizaines. Quand on parle du business Worldline ou High-Tech Transactional Services, c'est plus d'1 milliard d'euros aujourd'hui. Donc c'est plus de 20% de l'activité d'Atos Origine qui maintenant fonctionne sur ce modèle. D'accord. Un mot sur les grands défis à l'âge du numérique. Vous m'avez dit que vous en aviez 4 sur votre radar. On a tout ce qui est cloud computing, Oui. tout ce qui est mobilité, Oui. tout ce qui est sustainability, à Oui. savoir développement durable, en Oui, bon français dans le texte. Voilà. Et puis, dernier point, l'infobésité. L'infobésité, le déluge d'informations Déluge auquel nous sommes de d'informations, plus en plus de plus en confrontés. plus de données. Si on les prend dans l'ordre, assez rapidement, cloud computing, ça c'est une révolution, pourquoi? C'est une révolution parce que ça change complètement l'approche de nos clients à leur informatique. Jusqu'à présent, l'informatique était un sujet bien souvent propriétaire. Ils avaient leur data center, ils avaient leurs serveurs, ils avaient leurs applications. Et l'idée était de les maîtriser, de les faire évoluer. Aujourd'hui, ce que permet le cloud computing, c'est de les partager. Donc de rentrer dans une logique complètement différente où l'infrastructure n'est plus la propriété du client qu'on gère pour lui, mais elle est dans des grands centres mutualisés et ils partagent des infrastructures. Ça va au-delà de l'outsourcing, qui est un de vos métiers, Oui. qui est juste l'externalisation finalement de la partie informatique pour des clients. Il y a cette dimension vraiment network, réseau, partage dans le cloud computing. Oui, absolument. C'est-à-dire que l'outsourcing, on prend ce qu'avait le client et on le gère pour lui. Avec le cloud computing, on va le mutualiser encore beaucoup plus avec les autres clients, avec nos autres partenaires. Deuxième point, tout ce qui concerne la mobilité. On le voit maintenant avec les tablettes, les smartphones, l'Internet mobile est une réalité. Ça pose des défis nouveaux? Ça pose des défis qui sont absolument fascinants aujourd'hui à tous les niveaux chez nos clients. En interne, dans leur mode de fonctionnement, ils ont une force de travail aujourd'hui qui de plus en plus est mobile et veut utiliser ces outils pour travailler, mais également pour le développement de leur business auprès de leurs clients. On a connu le e-commerce via Internet, maintenant il y a le m-commerce sur le mobile, qui pose des questions nouvelles. Jusqu'à présent, on était chez soi sur Internet, maintenant cette information elle est avec soi, dans le magasin, dans l'interaction commerciale avec ses commerçants de tous les jours. Et donc on peut se retrouver dans une situation où on veut acheter un produit et on a l'information sur son mobile qu'on peut l'avoir moins cher, 100 mètres, 200 mètres plus loin. Qu'est-ce que doit faire le commerçant? Comment doit-il revoir? Fermer les grilles. Oui, je crois que fermer les grilles, ce n'est pas dans la mentalité de nos commerçants, heureusement. Mais effectivement, ils ont des challenges à relever et donc à revoir la façon dont on aborde la relation clientèle. D'accord. Sustainability, développement durable, l'informatique verte. L'informatique verte. Ça, c'est un gros challenge aussi. Oui. On voit que nos clients sont intéressés par l'informatique verte dans toutes ses composantes. Beaucoup d'entre eux sont des industriels qui ont des enjeux d'émissions carbone sur lesquels ils ont des quotas à respecter. Et donc, pour eux, c'est important de pouvoir compenser l'émission de leur informatique. L'informatique, c'est quasiment autant que le transport aérien en termes de production de CO2. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais vous demander, l'enjeu en fait. Donc autant que le transport aérien, donc ça peut représenter quoi, 20-25% pour un industriel Facilement. Et ce sujet de l'informatique
l'informatique verte n'est pas uniquement l'informatique qui elle-même doit être peu consommatrice, c'est aussi l'informatique qui permet de consommer moins sur les activités industrielles traditionnelles. Donc c'est surtout sur cette deuxième partie, j'imagine, qu'on gagne. C'est là où les impacts sont les plus importants. Donc en optimisant la relation avec les fournisseurs et les chaînes logistiques, en optimisant l'utilisation des ressources consommatrices d'énergie au sein de l'entreprise, on peut faire beaucoup. Ce qui peut nous amener d'ailleurs à un cinquième sujet, on en a mentionné 4, mais on en a un cinquième qui nous tient particulièrement à cœur chez Atos Origine, c'est tout ce qui est l'énergie intelligente. D'accord, le smart grid. Le smart grid. Et ça nous amène aussi au quatrième point qui est l'infobésité, parce qu'on imagine que plus il y a d'informations, plus il faut la stocker, plus ça nécessite d'énergie et donc de traces carbone. Absolument, absolument. Tout ça se tient en fait finalement. Tout ça se tient. Comment est-ce que vous traitez ça alors? Comment est-ce que vous innovez là-dedans? D'abord pour positionner la problématique, quelques chiffres. Aujourd'hui, la quantité d'informations à gérer par l'ensemble des entreprises, des acteurs, augmente de 50% tous les 18 mois, alors que le coût de gestion de cette information... 50%, c'est pas 100%. Hein. Non, c'est une demi-loi de Moore alors. C'est une demi-loi de Moore. Alors que le coût, lui, de gestion de cette information ne baisse que de 30%. Donc il y a un delta de 20 points. Il y a un delta. Et donc si on ne fait pas un effort pour essayer de faire le tri dans l'information utile, l'information inutile... Donc c'est aussi économique, c'est pas que écologique. Il y a aussi une dimension économique. Il y a une dimension parfaitement économique et il y a une dimension organisationnelle, c'est-à-dire d'éviter que les ressources de l'entreprise soient étouffées sous le poids d'une information non structurée à gérer. Et il y a des solutions qui arrivent, qui se mettent en place? Il y a des solutions qui arrivent, de business intelligence, analyse, tri dans l'information, de gestion de la documentation, donc structurer de plus en plus le patrimoine informationnel de l'entreprise de manière à ce qu'il soit efficace et facilement accessible. Et puis, chez Atos Origine, on a pris le taureau par les cornes et on a décidé de se donner un objectif très clair de 0 email interne à horizon 3 ans. Oui, alors ça a défrayé un peu la chronique médiatique. On a vu cette déclaration de votre président, Thierry Breton, dire que l'email allait disparaître. On ne comprend pas très bien d'ailleurs ce qui va le remplacer parce que finalement, envoyer sur Facebook des messages, c'est aussi de l'email. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et je comprends que ça déstabilise parce que l'email a pris une place mais considérable dans le fonctionnement interne aujourd'hui de nos entreprises. Et à force de l'utiliser, on ne voit plus que lui, on ne se rend plus compte de ses défauts ou de ses alternatives. Et en fait, si on reprend les usages de l'email aujourd'hui, un par un, on réalise qu'il existe des outils qui sont plus efficaces pour gérer ce genre de choses. Je vais donner un exemple simple. Tout ce qui est échange instantané du tac au tac, aujourd'hui, l'email ou au sein d'un groupe, l'email peut générer un effet boule de neige. On envoie un message, la personne ne répond pas. On en renvoie un, on met d'autres personnes en copie. Les personnes se sentant associées au débat répondent. Et donc on a un effet boule de neige et une génération d'emails. Aujourd'hui, il y a des outils de webconférence ou de messagerie instantanée qui ont l'avantage de gérer la disponibilité des personnes. On sait qui est disponible, on sait qui peut intervenir dans le débat, on peut le programmer. Et l'interaction en temps réel, de ce point de vue-là, est souvent beaucoup plus efficace qu'une accumulation d'emails et d'échanges. Donc ça, c'est un des outils qui permet de répondre à la problématique. Ce n'est pas le seul. Vous avez les outils de gestion documentaire. On voit souvent un document faire le tour de l'entreprise dans diverses versions qui se croisent les unes les autres de façon extrêmement inefficace. Quand vous avez un endroit où le document est stocké et les versions sont mises à jour, les commentaires à propos de ce document sont tous rattachés au même document. En fait, Voilà. Et notamment les outils type wiki, on est beaucoup plus efficace. Bon, on voit bien aussi les autres problèmes que ça va engendrer, c'est-à-dire tout traiter en temps réel. L'avantage de l'email, c'est que ça permettait de travailler à la demande. Alors, les outils de messagerie instantanée sont une partie de la réponse. Les outils de gestion documentaire sont une autre partie de la réponse. Et les outils de réseaux sociaux qui permettent d'organiser les thèmes sur lesquels les groupes de discussion, les groupes de travail, les groupes projets auxquels on est associé, permettent d'organiser à nouveau cette information. Et il peut y avoir des instruments de messagerie associés, mais ils sont à leur place. Ils sont structurés et ça redonne le contrôle à chacun des acteurs de l'entreprise de l'information qu'il veut utiliser. Comment est-ce que vous vendez ces solutions? On a vu l'effet d'annonce. Après, ça consiste en quoi? Il y a une solution packagée. Vous vendez un logiciel dans le cloud ou comment ça marche? Ça commence d'abord et avant tout par une prestation de conseil. C'est-à-dire qu'il faut regarder la problématique. Nous, on a pris un parti pris chez Atos Origine. On ne dit pas à l'ensemble de nos clients qu'ils doivent appliquer exactement les mêmes recettes.
Chacun a ses problématiques, chacun a ses enjeux, chacun a ses choix managériaux, parce que c'est aussi un choix managérial de gestion de l'information. Et chez vous, ça y est, plus d'email? Ou c'est plus d'emails internes à horizon 3 ans. C'est ça l'objectif. Il faudra qu'on revienne dans 3 ans. Voilà. Bon, merci en tout cas pour ce petit tour d'horizon de vos métiers. On va faire un petit tour du propriétaire parce que ce bâtiment est innovant. Avec plaisir. Et développement durable aussi, hein, il est HQE. Tout à fait. C'est un des 3 bâtiments en France qui est au top niveau de la qualité environnementale. Donc ça vaut le coup de le visiter. Hein. L'innovation passe aussi par le développement durable. On va faire la visite. Avec plaisir. On commence la visite. Donc on est sur un site de 55 000 m², 4 500 collaborateurs répartis sur un building à 3 ailes. D'accord, donc première chose, c'est réussir à localiser qui et où. Voilà, donc recherche, vous voulez rechercher Thierry Breton par exemple. Ouais. Breton. Voilà, Thierry Breton, afficher la destination. Donc et là, on est là, on arrive à le localiser. et donc il est là. Donc on le localise, il est par ici. D'accord. Comme il n'y a plus de bureau physique, on est obligé d'avoir ce système pour savoir où sont les Voilà, gens. de les identifier par zone et non plus par bureau. Le gros intérêt aussi sont des espaces très flexibles qui permettent des réorganisations rapides. En cas de changement d'organisation, on n'a pas ce problème de déménager avec des cloisons à modifier, donc c'est complètement flexible. Super. Donc, espace de bureau partagé, donc la seule adresse des gens, c'est un casier. Ça, c'est les casiers en fait, voilà. des uns et des autres. Donc la première chose qu'ils font, ils prennent soit leur PC, soit des... C'est comme un lycée, petits en dossiers. fait. On vient au lycée, à l'époque du lycée. Absolument. Donc ici, donc vous avez des open space, mais vous avez aussi... Bon, en fait, ce qu'il faut, c'est l'open space. Et que l'open space, c'est pas possible, c'est pas gérable. Par contre, on a des open space et des espaces fermés, donc une petite salle de réunion, par exemple. Où, Avec de la visio. Voilà. Là, j'ai envie de relever mes mails le matin ou de téléphoner. Là, je me mets dans un petit espace, une petite Alors ça cabine marche pour la téléphonique. génération Y et la génération X ou autre. Les autres générations, elles s'y Ça, mettent aussi. s'y mettent aussi sans problème. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de papier sur les bureaux. Donc vous Alors, voyez, c'est ça. et le stockage, c'est très vide. Parce qu'en fait, les gens stockent très peu. Et en fait, l'espace résiduel du bureau, c'est ça, c'est cette étagère. Absolument. Absolument. Alors, un des gros avantages aussi, c'est que quelqu'un qui vient d'un autre site français ou étranger, quand il vient ici, il ne cherche pas de place. Il se met avec ses pairs et il peut travailler, se connecter. Donc c'est beaucoup plus Fonctionnaire. c'est beaucoup plus fonctionnel et surtout c'est accueillant. Quelqu'un qui vient de temps en temps, il n'a pas à chercher un bureau. Et donc vous allez commercialiser cette innovation aussi de bureau, Oui, tout à fait. ce prototype en fait en farming de produits. Tout à fait. Oui. Bon, merci pour la visite.